D'abord, il faut dire que la présence des livres littéraires, des albums, des récits, de la fiction pour les tout-petits est une conquête récente. Donc ça, c'est la première chose qui est importante. Quand on regarde ce qui était donné aux enfants au XIXe siècle, aux tout-petits, c'était seulement des livres d'images. Et je pense que c'est une conquête de l'entre-deux-guerres, de la pédagogie nouvelle, d'avoir pensé que les enfants pouvaient être éduqués de manière importante en recourant à des histoires de fiction. Et jusque dans les années 60, il y a une grande méfiance des éducateurs qui sont dans la tradition scientifique du positivisme par rapport aux contes de fées, par rapport à tout ce qui est les histoires imaginaires. Je dirais qu'aujourd'hui, on est arrivé à une deuxième période où c'est le contraire. D'une certaine manière, on a tellement accepté, banalisé la présence de l'imaginaire dans la vie des enfants, que ce qui manque aujourd'hui, c'est ce qui était la seule chose présente au XIXe siècle, c'est-à-dire la littérature informative. Je pense qu'aujourd'hui, il y a le développement dans la production éditoriale pour les jeunes de dossiers documentaires, de très beaux livres d'initiation à la science. Et d'une certaine manière, je dirais que la culture féminine ou la culture maternelle qui est omniprésente dans les classes moyennes pour raconter des histoires aux tout petits a été transférée dans l'école. Et je suis frappée de voir que quand je regarde le corpus des livres qui sont présentés aux enfants dans les écoles maternelles, la part des albums qui racontent des histoires fantastiques est finalement bien plus importante que celle qui raconte des histoires réalistes, et la part des documentaires est encore plus réduite. Et il me semble qu'il y a un équilibre à trouver, surtout aujourd'hui où la dimension d'information scientifique, avec Internet, avec la télévision, avec les apports des médias, doivent être au contraire commencer très tôt. Je dis quelquefois en plaisantant, mais pas seulement, qu'il y a une espèce de pouvoir exagéré de la culture féminine à l'intérieur de l'école, et que, étant donné les modèles d'identification dont disposent les garçons et les filles dans la société, ça se fait au détriment des garçons. Finalement, l'image du bon lecteur, de celui qui voudrait avoir, dont on espère qu'il aura le goût de lire, c'est l'histoire d'un enfant sage, qui est plutôt une petite fille qu'un petit garçon, et qui va être absorbé dans un livre et qui est un livre de contes. Et moi, je voudrais que l'image qui soit possible également, à égalité de cette première image, ce serait l'image d'un petit garçon qui regarderait dans un livre documentaire aussi comment est fabriqué un tracteur, ou comment fonctionne un volcan. Et je voudrais qu'une petite fille aussi puisse aimer autant savoir comment fonctionne un tracteur ou comment fonctionne un volcan qu'un petit garçon. Et il me semble que là, il y a un partage inégalitaire des fonctions masculines et féminines qu'il faut absolument rééquilibrer. Et il ne faut pas que les mères de famille, que sont les institutrices, que sont les maîtres, les maîtresses, souvent, fassent qu'il y ait une confusion entre la culture domestique pour sa propre famille et la culture qui est nécessaire pour les enfants de tous les milieux sociaux et des deux sexes à l'intérieur de l'espace public de l'école. C'est vrai qu'on parle trop souvent, à mon avis, de donner le désir de lire. On dit qu'il faut donner le désir de lire aux enfants, comme si on pouvait donner ce désir comme on donne de la fourniture scolaire. Et moi je pense que, heureusement, le désir se construit, le désir peut naître, grandir, disparaître, mais qu'il ne se donne pas. En revanche, une chose qui peut se donner, c'est l'exemple du plaisir de lire ou de l'intérêt de la lecture. Je pense qu'il y a une raison très forte
qui fait que dans les familles où les parents lisent, aiment lire, parlent de leur lecture, ou quand on est soi-même intéressé par un livre et qu'on en parle à une amie, je pense que la sociabilité de la lecture, les échanges entre les enfants, l'acceptation que tout le monde n'aime pas la même chose et que c'est normal, c'est ce qui permet à chacun de construire son propre chemin de lecteur et sans avoir le sentiment que s'il n'a pas aimé un livre que quelqu'un d'autre ou que la maîtresse ou qu'un ami a aimé, pour autant ça ne veut pas dire qu'il est rejeté dans les ténèbres extérieures. Donc je crois que l'idée de construction de son propre chemin de lecteur est très importante pour que chacun puisse avoir le sentiment qu'il n'est pas en situation d'infériorité quand un certain nombre des œuvres ou des ouvrages qu'on lui proposait ne font pas partie de son horizon pour le moment. Peut-être que plus tard, à une autre occasion, un livre qu'on n'a pas aimé, eh bien on pourra découvrir les raisons pour lesquelles on aurait pu l'aimer ou on l'aime maintenant plus tard.